Journée de concertation sur la réconciliation et la réinsertion socio-économique des femmes et des enfants affectés par la crise, présidée par le Premier ministre. La rencontre identifiera les actions prioritaires en faveur de ces couches vulnérables. Mettre en application un code fluvial, relancer le secteur ferroviaire, voilà entre autres objectifs de la réunion annuelle des transports terrestres, fluviaux et maritimes. Elle réunit pour 2 jours plus de 150 personnes. L'Afrique des laïcités, État, religion et pouvoir au sud du Sahara, c'est le nom d'un nouvel ouvrage, une œuvre collective d'une trentaine de chercheurs africains et européens qui met en exergue les différentes approches de la laïcité dans 14 pays africains et en France. Le sommaire de cette édition, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. La communauté internationale réaffirme son soutien au Mali et à son président. Ibrahim Boubacar Keïta a reçu cet après-midi une délégation composée des ambassadeurs de France, des États-Unis, le chef de la délégation de l'Union européenne ainsi que les représentants spéciaux au Mali de l'Union africaine et du secrétaire général de l'ONU. Avec le chef de l'État, ils ont eu des échanges fructueux selon leur porte-parole, Bert Koenders, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU au Mali. Il est interrogé par Tessira Dambélé. Oui, nous avons eu une très bonne conversation avec M. le Président. La communauté internationale a discuté avec lui, et ce que nous faisons régulièrement, la situation sécuritaire au pays, surtout au nord. Et nous avons échangé, aussi offert tout le soutien de la communauté internationale, des organisations internationales, pour aider à soutenir la sécurité de la population au nord. Ça veut dire au nord chez la frontière algérienne, la problématique qu'on voit déjà chez la frontière de Niger, des autres aspects. Et c'était une très bonne conversation de soutien et je crois que nous sommes en phase de l'analyse en accompagnant le président. Le deuxième élément, c'était aussi des perspectives positives dans les pourparlers que nous avons maintenant sur le niveau informel avec la société civile et les groupes armés. Là, il y a aussi des avancées. Nous avons échangé là-dessus, aussi avec la volonté d'avancer le processus de paix dans les jours et semaines à venir. Et si je comprends, ici, il y avait, vous êtes le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, il y avait l'Union africaine avec Bouya et puis l'ambassadeur des États-Unis. Oui, c'était une délégation des représentants de l'Union européenne, l'ambassadeur de France, des États-Unis, et mon collègue de CEDEAO à l'Union africaine. Réconciliation et réinsertion socio-économique des femmes et des enfants affectés par la crise au Mali, c'est le thème des journées de concertation qui ont débuté ce matin dans la capitale. La rencontre qui va identifier les actions prioritaires en faveur de cette couche vulnérable est co-organisée par le département de la promotion de la femme et celui de la réconciliation. Amadou Sankari. Au moment où notre pays entame sa phase de stabilisation et de restauration de la paix, les différentes composantes de notre pays, avec en première ligne les femmes, se mettent ensemble. Objectif, faire le diagnostic de la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans le pays en tenant compte du genre, en vue d'identifier les insuffisances éventuelles et proposer des stratégies d'amélioration. Le ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de l'Enfant fonde beaucoup d'espoir sur la rencontre. Du haut de cette tribune, je vous exhorte, vous femmes du Mali et autres forces vives, à peser de toutes vos forces sur les orientations et les décisions qui seront prises au cours de cette concertation, la première du genre, tout au long du processus pour une paix durable et un développement intégré. Pour le ministre de la Réconciliation nationale et du développement des régions du Nord, le gouvernement est à pied d'œuvre pour créer les conditions indispensables à la conduite d'un processus global de rapatriement et de réinsertion des populations. Les moyens seront mis en œuvre pour pouvoir à une juste réparation des dommages et des préjudices causés aux personnes, aux familles dans un esprit d'équité et de dignité. Ensemble,
Il nous faut surmonter les rancœurs accumulées par plusieurs générations de nos concitoyens. Il nous faut impérativement sortir du passé pour construire le présent et nous projeter dans un avenir qui sera conforme à nos légitimes aspirations de progrès social. Au cours des événements que notre pays a connus, les femmes et les enfants ont payé un lourd tribut. C'est pourquoi le chef de gouvernement a insisté sur l'importance de ces journées qui doivent faire des propositions pour améliorer les conditions de vie de ces couches vulnérables. Sans vous, rien n'est possible. À l'inverse, si vous voulez la paix et si vous vous y engagez, alors, mes chères sœurs, la paix adviendra, forte et durable. Aussi, la rencontre de ce jour est une étape décisive sur le chemin d'une nation réconciliée avec elle-même. Je suis convaincu que de vos assises sortiront des résolutions dont la mise en œuvre contribuera à la réconciliation et à la réinsertion socio-économique des femmes et des enfants victimes des conflits dans les régions nord de notre pays. À ce titre, j'engage le ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de l'Enfant à traduire ces mesures en actions concrètes au profit des populations ciblées. Les résultats qui sortiront de ces travaux seront mis à profit pour consolider l'élaboration d'un nouveau projet 2014-2016 dédié aux femmes et aux enfants. Le Premier ministre Oumar Tamli a rendu cet après-midi une visite de courtoisie au président de l'Assemblée nationale. La visite s'inscrit dans le cadre des excellentes relations entre les deux institutions. Oumar Tamli a saisi l'occasion pour saluer le nouveau bureau de l'Assemblée nationale et lui renouveler la disponibilité de son gouvernement. L'Assemblée nationale de retour a promis le soutien de l'hémicycle au gouvernement dans la mise en œuvre de ses actions. Le chemin de fer Dakar-Bamako sera bientôt réhabilité. La nouvelle a été donnée ce matin par l'ambassadeur d'Afrique du Sud, reçu en audience par le président de l'Assemblée nationale, Issaka Sidibé, qui a aussi reçu le nouvel ambassadeur du Mali au Maroc, des membres de la Commission nationale des droits de l'homme et de la coalition malienne des droits de l'enfant. Le point des audiences avec Ramata Konaté. L'ambassadeur de l'Afrique du Sud était chez le président de l'Assemblée nationale pour parler des projets de son pays pour le Mali. On va essayer de faire la réhabilitation de chemin de fer Dakar-Bamako. On va parler avec le gouvernement à propos de ça. On va poursuivre ça pour que l'Afrique du Sud va donner l'expertise, le financement pour tout ça. Outre cette nouvelle, l'ambassadeur Mokou a remis un cadeau au président de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Merci. Auparavant, l'ambassadeur de Turquie avait été reçu par le président Issaka Sidibé. C'était pour lui remettre 2 lettres. Une pour félicitations. La deuxième lettre était une lettre de l'invitation en Turquie. Nous avons échangé avec Monsieur le Président sur les relations interparlementaires. Nous espérons que dans le nouvel Parlement, un groupe d'amitié interparlementaire avec la Turquie va être créé aussi. Place ensuite au tout nouvel ambassadeur du Mali au Maroc. Ousmane Amadoussi était venu demander des conseils avant sa prise de fonction. Pour les représentants de la Commission nationale des droits de l'homme et ceux de la coalition malienne des droits de l'enfant, il s'agissait tout simplement d'une visite de courtoisie. Bamako va abriter du 24 au 26 avril prochain le Salon international Investir au Mali. Pour en parler, les organisateurs ont rencontré aujourd'hui le président du Haut Conseil des collectivités, Oumarou Ag Ibrahim Aïdara, a promis l'accompagnement de son institution. À noter que le Forum économique est une initiative du groupe de développement de l'Afrique. Écoutons son président, Kassoum Koulibaly, à sa sortie d'audience. Il a été interrogé par Nyanyalou Traoré. Au Conseil des collectivités, ensemble des collectivités du Mali, est l'un des partenaires majeurs de cet événement majeur pour le Mali.
Et le Forum économique de Bamako, c'est un cadre permanent que nous allons instituer au Mali en vue de pouvoir contribuer au redécollage économique du Mali et faire en sorte que le Mali soit le centre de réflexion économique pour le Mali, d'abord pour la sous-région de l'UEMOA, mais aussi pour l'Afrique tout entière. Et c'est un événement au cours duquel nous allons aussi mobiliser tous les partenaires techniques et financiers, les investisseurs qui viendront au Mali, pouvoir avoir toutes les opportunités d'investissement au Mali afin de pouvoir créer des richesses pérennes au Mali, mais aussi favoriser la création d'emplois durables, notamment pour les jeunes et pour les femmes. Et le président nous a rassuré que ce forum est en phase avec les objectifs de son institution et des collectivités décentralisées, et c'est naturellement qu'il a bien accepté de présider ce premier forum économique de Bamako et de nous accompagner pour sa réussite. Le Mali est l'un des rares pays africains à œuvrer dans le sens de la promotion des langues maternelles. Malgré les efforts consentis, notre pays arrive difficilement à surmonter les obstacles qui entravent ses ambitions pour la promotion des langues maternelles. C'est pourquoi d'ailleurs l'Académie malienne des langues a organisé une conférence sur le thème « Investissement dans nos langues maternelles, facteur de développement endogène durable ». Mamoudou Sidibé était à l'ouverture des travaux. Quelques jours après la commémoration de la Journée internationale de la langue maternelle, l'Académie malienne des langues organise une conférence de débat sur la question. Une conférence au cours de laquelle les différentes sensibilités vont approfondir la réflexion sur le thème national retenu cette année, à savoir investissement dans nos langues maternelles, facteur de développement endogène durable. La sauvegarde des langues est donc une tâche cruciale pour préserver la diversité culturelle dans le monde. La problématique de la promotion de la langue maternelle constitue une des priorités de l'UNESCO. Depuis les premières années de l'indépendance, le Mali a beaucoup investi dans nos langues maternelles. Cette politique a été accompagnée d'élaboration et de l'adoption de plusieurs textes juridiques. Je veux citer entre autres le décret 85 PGRM du 26 mai 1967 fixant les alphabets de 4 langues nationales, Bamanankan, Fulfulde, Songo et Tamashek. Au plan institutionnel, plusieurs structures furent créées. Malgré ces efforts, notre système éducatif est confronté à un déficit de documents en langue maternelle. Voilà une des raisons essentielles pour organiser ces débats autour des sujets comme la production des livres dans nos langues, leur commercialisation, l'environnement lettré et l'application des TIC. En début de conférence, des diplômes de reconnaissance ont été décernés à ceux qui se sont investis dans la promotion des langues maternelles. Autre préoccupation de nos autorités, la préservation des forêts et faunes. Une réunion mixte se tiendra le 27 février 2014 à Bamako sur la question. En prélude à la rencontre, le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement, accompagné de partenaires techniques, a effectué une visite de terrain dans la forêt classée de la Faya et dans la ferme agricole Clédou de Baguineda. Le compte-rendu est signé Batraoré. L'école publique de Niamana arrive en tête à l'issue de ce concours lancé en mars 2013. Elle est suivie respectivement par les écoles de Dogobala et de Morubabougou A. Ces écoles primées reçoivent chacune du matériel et des produits d'entretien pour un coût global de 2 millions de francs CFA. L'objectif pour l'association libre pour la promotion de l'habitat et du logement Alpha Log et ses deux partenaires l'UNICEF et SDV est d'assurer aux enfants un environnement dans des conditions d'hygiène acceptables. Quand on parle de l'UNICEF, voilà, vous aurez ce reportage peut-être d'ici la fin de cette édition. La surveillance aéroportière se renforce à Bamako. L'Agence nationale de l'aviation civile vient d'être équipée d'un avion d'observation de dernière génération avec accessoires. L'appareil a coûté environ 650 millions de nos francs. Il sera utilisé de façon collégiale par les départements en charge des transports, de la sécurité et de la défense. Agalia Gagissa. La consolidation de la paix nécessite des moyens sécuritaires adéquats. C'est pourquoi l'Union européenne, dans son aide au Mali, a consacré une enveloppe de 6 milliards de francs CFA à l'appui immédiat des forces de sécurité et des services de justice. La remise des clés de cet avion de surveillance s'inscrit dans ce cadre. Cet avion est doté d'une boule optronique, c'est-à-dire d'un moyen d'observation qui permettra de détecter de jour comme de nuit
toute menace à la sûreté dans la zone de vassinage de l'aéroport de Bamako-Sénou. Outre cet avion, nous remontons aujourd'hui notamment 4 véhicules pick-up, des jumelles à mission nocturne et classique, des mallettes de lutte contre la fraude documentaire et des ordinateurs. Ce geste de l'Union européenne vient sans nul doute renforcer les capacités sécuritaires de nos forces armées. L'avion destiné à l'Agence nationale de l'aviation civile est administré de façon mutuelle. Toute notre satisfaction par rapport à l'acquisition de cet outil qui va nous aider à suivre les trajectoires arrivées et départ des avions civils et commerciaux. Cet appareil sera géré à travers l'Agence nationale de l'aviation civile, et aussi les services compétents comme l'armée de l'air, la SECNA, la direction de la gendarmerie, la direction de la police nationale, la direction des douanes. Outre ces équipements qui constituent la dernière tranche du programme de soutien immédiat aux forces armées, l'Union européenne s'engage à appuyer la réforme du système sécuritaire de notre pays, un des grands défis du moment selon l'ambassadeur Richard Zenk. 8e réunion du comité de suivi du programme de désenclavement de l'autorité du Liptako-Gourma. Les experts nigériens, burkinabés et maliens vont pendant 2 jours passer en revue le programme triennal 2013-2015 et jeter les bases du projet programme 2014-2016. Les recommandations de cette réunion donneront un souffle rénovateur au programme de désenclavement de la région du Liptako-Gourma. Daouda Sidiki Diarra. Au regard des défis du moment, cette rencontre vise l'actualisation du programme de désenclavement harmonisé pour la région du Liptako-Gourma. La stratégie de développement de l'Alger dans le secteur du désenclavement vise 3 objectifs. Le développement et la modernisation des infrastructures de transport et communication dans la région, le désenclavement intérieur de la région par le développement du réseau routier inter-État et de la promotion du transport rural, le désenclavement extérieur en rassurant les liaisons modernes et fiables avec les ports maritimes de la sous-région. Les experts vont évaluer l'état d'exécution des recommandations. Ils vont également examiner l'état d'avancement du programme de désenclavement de l'autorité du Liptako-Gourma, actualiser le programme triennal d'investissement 2014-2016 et présenter les activités qui sont menées ou qui sont en cours d'exécution dans le domaine du désenclavement au niveau de chaque État membre. Je sais compter sur votre esprit d'abnégation pour épuiser tous les sujets de l'ordre du jour qui vous seront proposés en vue de doter l'Alger d'un programme triennal d'investissement actualisé et conforme aux défis du mouvement. Transport fluvial, enjeux et perspectives, c'est autour de ce thème que se tient la réunion annuelle des transports terrestres, fluviaux et maritimes, service technique du transport entrepôt malien dans la sous-région, Conseil malien des transporteurs et des chargeurs transitaires. En somme, plus de 150 personnes sont concernées par cette réunion. Le compte-rendu de Moïse Traoré. Le transport fluvial, enjeux et perspectives. Le thème est débattu au cours des 2 journées de la réunion annuelle des transports terrestres, fluviaux et maritimes. La croissance économique de notre pays est fortement tributaire des ressources liées aux voies navigables, c'est-à-dire les fleuves Sénégal et Niger, ainsi que leurs affluents. Une commission est en place pour la mise en œuvre d'un code fluvial. Dans le code fluvial, vous avez tous les aspects qui concernent la circulation sur les fleuves, les aspects qui concernent la police en tout cas de la circulation sur les fleuves. Et vous avez toutes les questions liées aux activités de transport fluvial, notamment l'accès à la profession de transporteur fluvial et également l'encadrement, l'appui et l'accompagnement du sous-secteur fluvial. Parmi les 150 participants, on remarque des responsables des entrepôts maliens dans la sous-région, le Conseil malien des transporteurs, celui des chargeurs, des transitaires et autres services partenaires. Il est capital que des dispositions urgentes soient prises pour la sauvegarde et la dynamisation du transport ferroviaire. Il est important de préciser que des discussions avancées
sont en cours pour relancer l'activité ferroviaire. À cette réunion annuelle, il est présenté le programme d'activité de la Direction nationale des transports terrestres, maritimes et fluviaux, de même que le système de suivi informatique des véhicules d'occasion CIVO. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a offert un déjeuner d'adieu en l'honneur de l'ancien ambassadeur de la Palestine au Mali. Hommage a été rendu à celui qui a passé 33 ans dans notre pays en tant qu'ambassadeur. Rachel Tessougué. Après 33 ans de service au Mali, Abderrahim Ahmed Abouraba a été élevé au grade de commandeur de l'Ordre national du Mali à titre étranger. Premier ambassadeur résident de la Palestine au Mali, il a apporté une touche particulière à nos relations bilatérales. Tout au long de votre séjour dans notre pays, vous vous êtes attaché à prendre part personnellement à toutes les activités diplomatiques et de développement. Cette implication, preuve palpable de l'intérêt et surtout de votre amour pour le Mali, a contribué à consolider l'amitié et la solidarité entre nos deux peuples. Abouraba dédie cette décoration aux martyrs du Mali et de la Palestine tombés sur le champ de l'honneur. Permettez-moi de la dédier aux martyrs. Je forme le vœu que le Mali uni, sous la direction de son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, réussissent à se projeter dans l'avenir et reprennent la marche de développement et de progrès. Dans l'union, dans le respect de la diversité et des valeurs, dans le rassemblement, les Maliens pourront alors nourrir toutes les ambitions. Malgré ces contraintes budgétaires, la Palestine a appuyé le Mali dans la réalisation de différents projets. On peut citer entre autres le projet du centre de santé du quartier de Bankoni, la formation de 320 Maliens en arts plastiques et l'organisation des colonies de vacances. 195 millions de francs CFA, c'est l'enveloppe destinée au chantier des jeunes et au volontariat dans les régions du Nord et du cercle de Douanza. C'est dans cette optique que la Direction nationale de la promotion du volontariat, en partenariat avec le ministère des Affaires humanitaires et sociales, a lancé ses activités à Tombouctou. 500 jeunes participeront aux différents chantiers concernés par le dit projet. Yekandina. C'est à travers la composante soutien à l'économie solidaire locale des chantiers des jeunes du programme d'urgence en faveur des régions du Nord que la Direction nationale de promotion du volontariat a procédé à Tombouctou au lancement de ces activités. Ainsi, 500 jeunes de la région participeront aux différents chantiers et au volontariat pendant 90 jours. Le programme s'est fixé plusieurs objectifs. Améliorer le revenu des jeunes du Nord, engager les jeunes dans des activités à haute intensité de main-d'œuvre en vue d'accroître leurs revenus, déployer des volontaires dans le domaine prioritaire lié à la santé et à l'éducation, entre autres, réhabiliter l'Institut de formation des maîtres de durée et légère de Tombouctou, le ministère de la Jeunesse et des Sports à travers le Centre national de promotion du volontariat et la Direction nationale de la jeunesse ne ménagera aucun effort pour appuyer davantage les efforts des jeunes au niveau régional et local et continuera son approche participative dans le domaine du relèvement et de la résilience des jeunes, groupe cible de toutes ces interventions. Pour les autorités administratives, de telles actions font renaître l'espoir qu'elles avaient à la limite presque perdu. Nous sommes ici pour magnifier les efforts du gouvernement dans le sens de donner espoir à la jeunesse en les emmenant sur des activités qui peuvent fixer l'avenir. Et si on arrive à mettre en place les structures conséquentes qui permettent aux jeunes de se retrouver, qui permettent aux jeunes de se former, je crois que l'avenir est prometteur. Déjà, en décembre 2013, une convention avait été signée entre le département chargé des affaires humanitaires et sociales et la Direction nationale de promotion du volontariat pour une enveloppe de 195 millions de francs CFA. Tenu à Gao du Forum de la jeunesse pour la paix et la cohésion sociale, une occasion pour les 150 jeunes représentant les associations et groupements de jeunes de s'engager aux côtés des plus hautes autorités pour le développement du pays. Le compte rendu de Boubacar Bablé Touré.
La jeunesse du Mali a décidé de jouer sa partition dans la réconciliation des cœurs et des esprits, et cela de Kaï à Kidal, d'où la tenue de ce forum à Gao. Durant 2 jours, 150 jeunes leaders à travers le pays ont travaillé sur des pistes qui concernent la réconciliation et le vivre ensemble. Le souci de ces futurs responsables est d'aider les plus hautes autorités à sortir de l'ornière. Ce forum, dont le thème est le rôle de la jeunesse dans la réconciliation, la reconstruction d'une paix durable au Mali, est une contribution de la jeunesse de Gao pour manifester son attachement à la patrie, à la paix et le vivre ensemble. Les jeunes de Gao, au sacrifice de leur vie, ont mené une résistance farouche. Des communications relatives à la place de la jeunesse dans la promotion du dialogue et de la cohésion sociale, la contribution des jeunes dans la réconciliation, entre autres, ont été faites. Tous s'engagent pour une paix durable dans un Mali uni. Le Forum des jeunes du Nord est une occasion pour souder notre jeunesse, pour l'organiser au retour des valeurs positives ancestrales, notamment la solidarité, la fraternité, la tolérance et l'entraide. Ce forum a été organisé conjointement par le Conseil régional de la jeunesse et le réseau des jeunes patriotes de Gao avec le soutien financier de la MINUSMA et ses partenaires. Il a regroupé, outre les jeunes, les chefs de services régionaux et les notables de Gao. Démarrage des formations militaires à Ségou, c'est le colonel-major Ntakni Ag Ntekan, commandant de la 2e région militaire, qui a officiellement ouvert les certificats d'aptitude numéro 1 et 2 et les brevets d'armes numéro 1 et 2 ce mardi dans la 4e région. Hussein Zamake. Le commandement de la zone de défense numéro 2 a procédé à l'ouverture officielle des formations basées dans sa circonscription ce mardi. Il s'agit des formations génie basées à Bafo. Au niveau du génie, nous avons 2 entités. Il y a l'entité armes et l'entité service. Donc les formations que nous avons ici, nous avons un CAT2 génie, un CAT2 génie ouvrier, un CAT1 génie et un CAT1 génie ouvrier. La formation sera axée sur la formation morale, la formation physique et intellectuelle. Maintenant, sur le plan intellectuel, pour les BA, à la fin de la formation, ils doivent être des officiers aptes à commander des pelotons. Pour les BA2, c'est les futurs officiers, pour ceux qui auront la chance. Donc, ils doivent être quand même à la hauteur de souhait pour le commandement du peloton. Nous avons ouvert le centre de formation de Tibi, où les cours ont démarré pratiquement avec la présence de 80 à 90% des stagiaires. Et aussi côté encadrement, nous avons à peu près 30% de l'encadrement présent. Les autorités militaires, au regard de la dynamique des réformes engagées, attendent beaucoup de ces formations. On a besoin d'aujourd'hui de bons cadres chargeants, de bons cadres capral-chef ou bien capral, qui soient un peu capables de hauteur de sa mission. Save the Children a publié ce mardi un communiqué de presse suite à la publication de son rapport intitulé « Mettre fin au décès de nouveau-nés ». Le communiqué de presse précise que la moitié des décès dans le monde qui surviennent le jour de la naissance pourraient être évités si la mère et l'enfant avaient accès à des soins de santé gratuits et à une sage-femme qualifiée. Selon ce communiqué, on enregistre tous les ans au Mali environ 25 375 décès néonatals, c'est-à-dire survenant avant le premier mois, soit 69 décès par jour. 3 principales causes expliquent ce nombre élevé de décès: les asphyxies, la prématurité et les infections sévères. Ces causes sont pourtant connues et peuvent être évitées par la sensibilisation des femmes enceintes et la formation des agents de santé pour une meilleure prise en charge. Lancement ce samedi à Somon, dans le cercle de Barawili, d'un nouveau projet de lutte contre la malnutrition initié par la Croix-Rouge et le ministère de la Santé. Le projet permettra aux populations rurales de mieux cerner les questions de malnutrition pour un changement de comportement. Le compte rendu de nous retient.
Le thème retenu pour cette édition est prévention de la malnutrition au sein de notre communauté pour une consommation variée et diversifiée de nos produits locaux. Le projet, en réalité, est un projet d'une année. C'est un projet de lutte contre la malnutrition. Il a 2 objectifs principaux, un objectif pour la prévention et un objectif pour la prise en charge, avec 9 résultats. Cette journée devrait permettre aux populations de mieux percevoir le concept malnutrition aiguë, ses causes et ses conséquences, de comprendre les critères de reconnaissance de la maladie ainsi que les stratégies de la prise en charge. Si nous prenons 100 enfants âgés de 0 à 5 ans, il y a 15 qui sont atteints de malnutrition aiguë sévère. C'est dire toute la gravité de cette maladie. En d'autres termes, cette journée va permettre de briser le mythe de la malnutrition. Dans la tête de beaucoup de nos sœurs, de nos mamans, la malnutrition n'est pas une maladie. C'est quelque chose de normal, de passager. Donc c'est le lieu de leur dire de se détromper et que c'est bel et bien une maladie comme toutes les autres. Le président de la Croix-Rouge Baroueli, Gagny Soumounou, a saisi l'occasion pour inviter les ménages à une alimentation équilibrée. Je vous l'annonçais, la préservation des forêts et faunes reste une préoccupation majeure de nos autorités. Une réunion mixte se tiendra dans ce cadre le 27 février ici à Bamako, en prélude donc à la rencontre. Le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement, accompagné de partenaires techniques, a effectué une visite de terrain dans la forêt classée de la Faya et dans la ferme agricole Clédou de Baguineda. Le compte rendu avec Batraoré. La forêt classée de la Faya a été la première étape de cette visite de terrain du ministre de l'Environnement et de l'Assainissement. Les visiteurs du jour ont pu constater les efforts des spécialistes du domaine pour la conservation des lieux. Des arbres plantés par-ci et des parfaits par-là. L'objectif étant la protection de notre écosystème. À la ferme agricole Clédou de Baguineda, le décor est impressionnant. Plusieurs variétés végétales et des espèces animales y sont entretenues. Il s'agit entre autres des dromadaires, des bovins, des tortues et des autruches. La Suède assure, à travers l'ambassadeur, la coordination du groupe thématique environnement et changement climatique et qui travaille de façon étroite et sous le leadership du ministère de l'Environnement et de l'Assainissement. Je trouve que c'est très important de sortir de la capitale et voir les réalités sur le champ. Et c'est vraiment une grande surprise. L'unanimité semble dégager entre le département de l'environnement et ses partenaires techniques pour la conservation de notre faune et la restauration de nos forêts. Pour la prochaine réunion du 27, il y a effectivement un point sur le partenariat public-privé. Et nous avons donc voulu anticiper sur la réunion, qui se tiendra après-demain, pour venir voir dans la Faya l'expérience du partenariat public-privé que nous avons lancé au mois de mai 2013. Et aussi visiter la ferme Clédou, où nous nous trouvons actuellement, où il y a vraiment des choses très intéressantes qui sont en train de se passer. Outre le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement et l'ambassadeur de Suède, la délégation comprenait plusieurs partenaires techniques. L'Afrique des laïcités, État, religion et pouvoir au sud du Sahara, c'est le nom d'un nouvel ouvrage. C'est une œuvre collective d'une trentaine de chercheurs africains et européens qui met en exergue les différentes approches de la laïcité dans 14 pays africains, mais aussi en France. La cérémonie de lancement présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a eu lieu hier à l'hôtel Salam. Compte rendu Fademba Keita. L'Afrique des laïcités, État, religion et pouvoir au sud du Sahara est un ouvrage de 395 pages. L'œuvre collective est le fruit des travaux menés par une trentaine de chercheurs. C'était à l'occasion du colloque international sur la laïcité tenu les 20, 21 et 22 janvier 2010 à Bamako. Le dit colloque était organisé par le projet de recherche publique Islam et l'Institut des sciences humaines de Bamako. Les 5 parties du livre ébauchent la question de laïcité suivant les différents contextes nationaux et selon le rapport entre le politique et la religion ou entre l'État et la société. 30 textes qui est effectivement articulé en 5 parties, en 5 grandes parties. Une partie sur la Genèse, une partie plutôt sur les greffes de cette laïcité ou de ces laïcités, de quelle manière elles se sont, finalement elles ont pris corps, elles ont pris existence dans
dans les pays africains. L'Afrique de laïcité est une coédition entre l'Institut des sciences de Tombouctou et l'Institut de recherche pour le développement IRD. Chaque pays a sa tradition en matière de laïcité. La laïcité, ça rassemble en fait les efforts des religieux et des politiques qui permettent la cohérence dans l'approche des questions religieuses et sociales dans un pays. L'Afrique de laïcité est un ouvrage d'actualité. Elle permettra, j'en suis convaincu, de poser les vraies questions et de dégager les pistes de réflexion susceptibles de faire avancer nos connaissances sur nous-mêmes et sur nos sociétés en pleine mutation. Le lancement officiel de cette œuvre collective coïncide avec la 4e édition de la rentrée littéraire au Mali. 4e édition de la rentrée littéraire, nous en parlons dans ce journal qui a été lancé en fin d'après-midi au Musée national du Mali. Cette année, le thème choisi par le Fonds des prix littéraires au Mali est Diversité et vivre ensemble. L'événement, depuis sa création en 2008, réunit des auteurs et chercheurs du Mali et autres venant de plusieurs autres pays. La rencontre se poursuit jusqu'au 28 février prochain. Il est prévu des conférences débats, des cafés littéraires, des ateliers, ainsi que des visites dans les établissements scolaires. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec notre reporter Modibo Soari. Fin hier, à Nioro, de la 40e édition de la Ziara omarienne était présent à cette cérémonie de clôture le calife de la ville de Louga, au Sénégal, Bassirou Tall, l'imam de Dakar, Thierno Madina Moutagatal, le guide spirituel des Ansar et une forte délégation sénégalaise. Était également présent une équipe de l'ORTM conduite par Ibrahima Chokari. Lecture de Saint-Coran, sang religieux, prière, bénédiction, visite au cheikh et au mausolée de Kélékounda, lieu symbole, tels sont les temps forts de cette 40e édition de la Ziara omarienne. À Kélékounda reposent des érudits descendants de Feu El Hadj Oumar Foutiyou Tall. Holkoneɗɗo tini e Ziara o holkoneɗɗo yi e Ziara he tini. Nous remercions Dieu de nous avoir accordé cette opportunité de venir en terre malienne pour retracer les traces de El Hadj Oumar, venu pour effectuer l'appel de Seydina sallallahu alayhi wa sallam qui a appelé à l'union de tous les musulmans, qui a appelé à la solidarité. Nous remercions l'État malien qui a vraiment appuyé cette ziara. On est très content aujourd'hui parce que tout le monde est venu, que ce soit de Bamako ou du Sénégal, partout quoi. Il y a beaucoup de monde qui sont rencontrés ici pour cette ziara. Vraiment, on remercie le bon Dieu et puis on demande au bon Dieu de donner le tour à tout le monde. Tous les fidèles qui se sont retrouvés à Nioro du Sahel pour cette 40e ziara ont prié pour que le Mali soit un havre de paix. Les activités du Festival international Kai Médine Tamba se sont poursuivies vendredi dernier avec une course de pirogue qui a opposé les 10 villages de la commune rurale de Awadembaya sur le fleuve Sénégal. Une remise de matériel d'assainissement aux femmes de Médine, des prestations de troupes, un ballet sur le mariage précoce et l'avortement ont été les temps forts de la journée. Kansutu Kanouti. Le festival international Kai Médine Tamba bat son plein sur les berges du fleuve Sénégal dans la commune rurale de Awadembaya. La course de pirogue qui a fait son entrée dans le programme des activités de ce festival cette année a enchanté le public à plus d'un titre. Ce sont les 10 villages de la commune de Awadembaya qui étaient en compétition sur le fleuve Sénégal. Et c'est Médine qui a enlevé le premier prix. Le deuxième prix a été enlevé par le village de Kounda et le troisième prix est revenu au village de Botigekuru. C'est dans la joie, dans l'allégresse que la troupe locale de Médine a esquissé quelques pas de dansa et de djoubalia, suivis par la troupe des chasseurs et celle des Somono de Kaikasso avec leurs marionnettes Konodembatigi et Dadje. Ce festival a permis à la commune de créer une coopération décentralisée entre la commune de Awadembaya et la ville de Carhaix en Bretagne en France. Ce partenariat de coopération décentralisée, aujourd'hui, dans le secteur de la santé,
Les SESCOM de la commune de Awa Dembaya sont dotés de véhicules qui servent aujourd'hui d'ambulance pour rapprocher les centres de santé aux populations. Au cours de la cérémonie, la Direction régionale de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances de caille a offert aux femmes de Médine 8 brouettes, 10 gants, 8 poubelles, 8 râteaux, 8 paires de bottes, 100 cache-nez et 8 pics. La MPPF n'est pas restée à marge de cet événement. Sa troupe a émerveillé le public à travers un ballet sur le mariage précoce, l'avortement, les relations sexuelles non protégées. Amadou Thiam, journaliste à la retraite, n'est plus. L'ancien travailleur de Radio Mali nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 78 ans. Voyons un peu son parcours avec Nouhoum Sissoko. Le journaliste à la retraite Amadou Thiam s'en est allé aujourd'hui. Né en 1936 à Kolomina, Nioro du Sahel, il fit ses études primaires à Kenyeba et Nara et secondaires au lycée Terrasson de Fougères, actuel lycée Askia. Amadou Thiam a été directeur général adjoint de Radio Mali de 1978 à 1980. D'abord collaborateur extérieur de Radio Mali, il sera mis à la disposition de la maison en 1967 où il travaillera 13 ans durant. Amadou Thiam était un homme simple, un homme pieux, un homme de culture. Quelqu'un, j'emprunte l'expression à un ancien ministre, qui avait adopté ce qu'on appelait à l'époque la religion du travail. La religion du travail parce qu'à l'époque, lorsque nous montions au travail vers les 7 heures, on n'en revenait qu'après minuit. Tout ça parce qu'ils ont su nous inculquer l'amour du travail. Reporter et présentateur du journal Parler, Amadou Thiam a reçu plusieurs distinctions, dont le titre de pionnier de l'information. Il a milité au sein de plusieurs associations et organisations. Amadou Thiam a été secrétaire général de l'Union nationale des journalistes du Mali, UNAJOM, vice-président de l'Organisation internationale des journalistes. Un homme de bien, un homme social, qui avait le commerce agréable. Cela doit d'ailleurs être un caractère primordial d'un homme de communication. Les obsèques d'Amadou Thiam sont prévues demain à 16h. Que son âme repose en paix. C'est la fin de cette édition. 10h-13h demain, c'est avec Mohamed Touré. Je vous retrouve, s'il plaît à Dieu, pour les rendez-vous du soir. Merci pour votre fidélité.